le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Veronica Brown. Veronica est sophrologue, maître praticienne en hypnose, formatrice agréée par l'État et master coach certifié RNCP. Après avoir travaillé plus de 10 ans dans le monde des médias et connu le stress inhérent au milieu de l'entreprise, elle a décidé de faire de sa passion son métier. Elle exerce aujourd'hui avec un bonheur intarissable. Elle intervient régulièrement en entreprise, à l'hôpital et continue de former des sophrologues et des professionnels de santé. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Véronica. Bonsoir Julien. Comment vas-tu depuis 3 minutes ? Ça va très bien. Alors Véronica, je vais te laisser te présenter comme je le fais habituellement. Voilà, explique-nous qui tu es, ce que tu fais, qu'on comprenne qui tu es, tout simplement. Ok, bon. Alors je fais pas mal de choses. Je suis formatrice déjà en hypnose et en sophrologie. Au départ pour des professionnels de santé ou pour, par exemple en hypnose pour des sophrologues. Aujourd'hui, j'ai créé ma propre formation, mais qui est sur la méthode alignée, pour laquelle j'ai écrit un livre, qui intègre l'hypnose, la sophrologie, mais aussi des méthodes énergétiques taoïstes, aussi de la numérologie, de l'intuition, parce que tout ça est vraiment très complémentaire. Et je voulais aller plus loin, donc voilà. Après, je suis aussi master coach. Je suis praticienne en PNL, en programmation neurolinguistique, pour ceux qui ne connaissent pas, et autrice donc de 3 livres aux éditions Erol. Donc ça, c'est la deuxième partie de ma vie, parce que la première, je travaillais pas du tout là-dedans. J'étais dans les médias. Oui, merci. Voilà, c'est ça, au cœur de l'alignement. Ça, c'est donc mon dernier livre. Sinon, c'était Le pouvoir des thérapies brèves et devenir sophrologue, donc pour aider les personnes à peut-être devenir sophrologue si elles le souhaitent. Okay. Et donc, oui, donc je te disais, j'ai passé toute une première partie de ma vie à travailler dans le monde des médias, donc rien à voir. J'ai commencé à 21 ans, j'étais au Elle Magazine à New York. Ensuite, je suis revenue en France, j'ai travaillé en tant qu'iconographe pendant plus de 10 ans. Okay. Donc là, en indépendante, et pour beaucoup d'éditeurs, un peu de presse, un peu de télé. Voilà, c'était tout à fait passionnant. Et puis le métier a beaucoup changé en fait avec l'arrivée d'Internet. Ouais. Toutes les banques d'images, puisque c'est des recherches d'images, des préparations de reportages, etc., ont été numérisées. Et puis je commençais vraiment à plus voir de sens à ce que je faisais. Plus que parfois j'accumulais 10, 12 bouquins en même temps, c'était vraiment très difficile. J'avais 2 enfants petits, donc j'étais proche du burn-out et là je me suis tournée vers finalement ce qui me passionnait depuis toujours, puisque même quand je travaillais pour le L, je faisais déjà, dès que je sortais du L, j'allais faire des formations en médecine taoïste, en hypnose, enfin voilà, ça me passionnait toujours. Et donc je me suis vraiment formée pour devenir moi-même sophrologue, hypnothérapeute. Enfin, on dit praticien en hypnose quand on n'est pas professionnel de santé, donc que je dise pas de n'importe quoi. et ensuite, faire une formation pour être moi-même formatrice et continuer. Ok. Pourquoi la sophrologie ? Parce que dans cette grande bulle que représente le bien-être et le développement personnel, il y a plusieurs pratiques quand même qui sont assez similaires de la sophrologie. Pourquoi s'être orienté sur la sophro ? En fait, c'était un peu un hasard. Je me souviens, moi, d'une de mes cousines qui a été très jeune, un petit peu sauvée par la sophrologie. Elle était
concertiste. Elle faisait ça même très 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 jeune et elle était morte de trouille. Et elle ratait tous ses concours. Et le fait de faire de la sophrologie lui a redonné confiance, l'a sauvée. Et j'avais toujours gardé ça dans un coin de ma tête. Et quand j'ai commencé à moi-même vraiment ne plus aller bien du tout, j'étais vraiment en dépression, hein, j'étais totalement insomniaque, j'étais malade tout le temps, voilà. Je me suis tournée vers notamment la sophrologie qui m'a aussi sauvée. Et voilà, et ça m'a appelée parce que c'est une technique qui fait aussi appel au corps et je trouvais que c'était important. J'avais beaucoup fait d'analyse, psychanalyse, psychothérapie. On parle beaucoup, mais on n'est pas dans le corps. Et la sophrologie permet de revenir au corps, de respirer notamment. Est-ce que, selon toi, maintenant que tu as du recul, est-ce que c'est probablement lié aussi à la rencontre de ce professionnel qui était qualifié en sophrologie, qui t'accompagnait, ou est-ce que c'est vraiment la technique en elle-même qui a été salvatrice en fait pour toi? Parce que tu sais, très souvent, je trouve dans les médecines globalement, même dans la vie, et encore plus, je trouve quand même dans les médecines dites alternatives, médecine douce, c'est quand même avant tout une rencontre humaine. Tu sais, il faut vraiment qu'il y ait un bon feeling qui passe. Ouais. Est-ce que c'était le cas à l'époque quand tu t'es tourné sur la sophro? Ouais. Totalement, parce qu'en fait, c'est une alliance qui arrive tout de suite, et soit elle est là, soit elle n'est pas là. Et quelle que soit la compétence du thérapeute, s'il n'y a pas d'alliance qui se crée, de toute façon, ça ne sert à rien. Et je dirais même que peu importe la technique, si l'alliance est là, si l'écoute thérapeutique est là, il va se passer des choses formidables. Donc, oui, en effet, c'est les deux. La technique m'a plu, mais la personne, bien sûr aussi. Ok, peut-être que ça pourrait être intéressant que tu nous expliques avec tes mots ce que c'est la sophrologie, parce que j'imagine qu'il y a encore des personnes qui savent pas ce que c'est. Oui, bien sûr. Bon, alors déjà, ça a été créé par un neuropsychiatre, Alfonso Caicedo, dans les années 60. Donc, lui, au départ, utilisait l'hypnose d'ailleurs, parce qu'il travaillait dans les hôpitaux psychiatriques, notamment en Espagne. Et il a essayé, si tu veux, de trouver des alternatives aux traitements de choc, électrochoc, tout ce qui était vraiment des traitements très durs pour soigner ces patients à l'époque qui avaient des pathologies très graves. Et il utilisait donc l'hypnose, qui était d'ailleurs pas une bonne idée, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on ne va pas faire entrer en hypnose des personnes justement qui ont ce genre de pathologie. Mais bon, voilà, il fallait expérimenter les états de conscience. Et il a été justement très critiqué, puisque l'hypnose, tu vois, il y a aussi ce côté un peu charlatanisme. Les gens en ont peur parfois aussi, ça fascine, mais ça fait peur. Et du coup, il a créé sa propre méthode, donc, et qu'il a appelée la sophrologie, hein, c'est un néologisme. Donc, ça vient de sos, qui est la conscience, phro, freine d'esprit, et logie, logos, l'étude, si tu veux, en quelque sorte, de la conscience, d'un état de conscience, d'un esprit harmonieux. Donc, il a intégré beaucoup d'autres méthodes, la phénoménologie, le yoga. Il est parti en Asie pendant 2 ans. Il a intégré des méthodes du corps, des méditations, tout un tas de choses. Et il en a fait donc la sophrologie. Alors, on pourrait dire, si tu veux, que c'est une méthode psychocorporelle, puisque justement, on fait appel au souffle, au corps, mais aussi à des visualisations. Et donc, c'est une méthode holistique. On travaille des mouvements doux synchronisés avec la respiration et aussi des visualisations, donc là très quand même inspiré de l'hypnose, si ce n'est qu'on est toujours en conscience de ce qu'on fait, ce qu'on appelle la conscience phénoménologique, donc on va vraiment être à l'écoute de l'instant présent, de tout ce qui se passe dans notre corps, que ce soit physiquement. Par exemple, là, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te ressens? Est-ce que tu as des picotements? Comment tu respires? Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu es en équilibre ou pas? Mais aussi, quelles sont les pensées qui te viennent quand tu fais tel exercice ou quand tu fais une pause? Et peut-être même les émotions qui vont te traverser. Donc, on apprend à mieux se connaître vraiment dans tous ces côtés-là. Et on peut faire beaucoup de choses avec la sophrologie, comme la grande. Au départ, c'était pour les apnéistes d'ailleurs, les personnes qui pouvaient justement tenir le plus longtemps possible en apnée parce que ça crée un gros stress. Ensuite, pour les personnes, les femmes enceintes, donc au moment de l'accouchement, ça a beaucoup été utilisé en préparation à l'accouchement, parce qu'on peut se préparer vraiment pour une épreuve sportive, le jour J, un concours ou autre. On peut aussi, tout ce qui est stress, tu vois, les maux du quotidien, le sommeil, la confiance en soi, certaines peurs,
On peut travailler aussi, mais là toujours avec un professionnel de santé sur des phobies, sur des addictions, des pulsions. Faut faire attention avec ça, mais bon, disons que tout ce panel-là sur aussi des douleurs dans le corps. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire alors ça dépend. Soit c'est carrément en fait comme en philosophie de vie pour mieux se connaître, et là on peut en faire autant qu'on veut. Il n'y a pas, tu vois, particulièrement. Si c'est pour préparer un événement, le bac, un concours ou, je sais pas, passer son permis de conduire, sur entre 6 et 10, 12 séances, tu vois, on peut faire des cycles comme ça. Ok. Est-ce que ça te semble accessible à tout le monde? Quand je dis ça, je pense à la méditation. Tu sais, la méditation, on en parle quand même de plus en plus ces dernières années, et tant mieux, hein. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et souvent, quand on pense à la méditation, j'imagine, c'est dans l'inconscient collectif, on imagine ce Bouddha en haut d'une montagne, les yeux fermés, et puis en train de méditer. Et tu vois, qui est dans l'immobilisation, quoi, en gros. Et on sait bien quand même que cette posture-là méditative est quand même pas accessible à tout le monde. Et donc, ma question, c'est est-ce que la sophrologie te semble accessible quand même à une grande partie de la population? Alors oui, bien sûr, sauf quand tu as un problème de schizophrénie, parce que là, c'est pas possible de rentrer dans cet état où on est en visualisation, justement. Certaines maladies, psychiatriques. Mais sinon, absolument. Et au contraire, même parce que de toute façon, on est dans le mouvement en sophrologie. Il y a une partie où on peut être assis à écouter, bien sûr, c'est une technique vocale, hein, mais il y a toute une partie où on va bouger, donc ça peut aussi c'est très bien pour les enfants, c'est très bien pour les adultes, même pour les personnes qui sont un peu hyperactives, puisqu'elles vont bouger, elles vont pouvoir évacuer aussi, hein, par des exercices comme la relaxation progressive de Jacobson. Par exemple, on va inspirer, contracter et relâcher. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de physique aussi. Et des personnes âgées, parce que ça s'adapte en fait. Un grand mot de la sophrologie, c'est l'adaptabilité. On adapte le vocabulaire. Bien sûr, un enfant, on va pas faire les mêmes exercices, la même chose, ce sera beaucoup plus ludique. À une personne âgée, on va pas la faire lever. Si elle doit rester, par exemple, assise, on va adapter les exercices aussi. Donc ça, on peut le faire en groupe, on peut le faire seul. Vraiment, c'est très large comme panel, hein. Ça s'adresse à tout le monde, en fait. Ok. Est-ce que tu as le sentiment que la pratique de la sophrologie, exercée par les professionnels, est-ce que tu as le sentiment qu'elle a évolué depuis que tu t'y es intéressé, que tu t'es formé? Ouais. Elle a évolué de manière positive. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue? Alors ça, c'est une question complexe parce que ça dépend du point de vue de chacun. Disons qu'avant, elle était très peu connue. Moi, quand j'ai commencé sophrologie, personne ne savait ce que c'était. On me disait quoi, tu vas souffrir, tu vas étudier quoi. Voilà, c'était vraiment ça. Ouais. Aujourd'hui, quand on dit je suis sophrologue, pratiquement, on va dire ah bah tiens, ma cousine s'est reconvertie, mon voisin, machin. Donc il y en a beaucoup, il y en a partout. Donc il y a de tout. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il y a beaucoup de gens en souffrance aujourd'hui, donc quelque part je dirais que c'est bien. Donc elle s'est adaptée dans la mesure où elle a été aussi très médiatisée. Donc beaucoup de personnes se sont formées. C'est d'ailleurs un des sujets de mon livre Devenir sophrologue. Devenir sophrologue, c'est facile. Le rester, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà. Et du coup, elle s'est adaptée aussi dans le sens où aujourd'hui, en tout cas, j'ai vu ça dans mon cabinet, dans mes différents cabinets, parce que j'en ai fait plusieurs à Paris. Au départ, quand j'ai commencé, les gens faisaient vraiment des accompagnements très longs, ils prenaient du temps, etc. Aujourd'hui, on veut que ça aille vite, vite, vite. Ouais. Et donc, même le temps de séance, j'ai pas le temps, faut que Donc, je vois. Tu vois, et en fait, ça s'est aussi adapté. C'est pour ça aussi que j'ai créé la méthode alignée, où il y a autre chose que la sophrologie, parce que les gens demandent aussi des choses complémentaires. Par exemple, tu vois, alors c'est très bien d'être dans le mental. On commence par une expérience de coaching, par exemple, parce que c'est important. Puis ensuite, on va apprendre à respirer. Donc là, je peux faire de la sophro. Et on voit qu'il y a un blocage vraiment inconscient. Donc là, on passe à l'hypnose. Tu vois. Et puis, par exemple, ça peut être c'est sûr. Voilà. Et ensuite, on voit que la personne manque d'énergie. Et là, je propose des exercices taoïstes de revitalisation, par exemple, où on va aller, elle ne sait pas très bien pourquoi, à cette période de vie, elle va faire un blocage, ou quelle est
le sens de sa vie. Ça arrive souvent des gens qui sont paumés. Et ouais. Et là, on peut utiliser l'outil de la numérologie, qui pour moi est très puissant aussi, qui Ok. donne des clés sur vraiment, voilà, symboliquement, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, quel est le cycle aussi par lequel on passe, quels sont les nombres puissants qui sont vraiment comme des symboles, et aussi on développe l'intuition, voilà tout ça. Donc je dirais que je ne sais pas si c'est la sophrologie tellement qui a changé, la manière de l'enseigner, oui, mais c'est aussi la demande qui a changé. Et comme la sophrologie, pour moi, c'est justement cette adaptation permanente, Caicedo lui-même a sans arrêt rajouté des techniques, tu vois, des cordes à son arc. Dans la sophrologie, c'était jamais figé. Donc, il y a des personnes qui aiment bien la garder un petit peu figée. Alors, je dis ça, c'est pas forcément négatif, mais voilà, comme lui l'enseignait, et personnellement, j'aime bien la garder ouverte et ajouter d'autres choses. Oui, moi, j'irais beaucoup plus dans ton sens. Effectivement, ça me paraît même logique, en réalité, de se former à d'autres pratiques et d'autres approches. Parce que, en fait, tu le soulignes, notre société, elle évolue. Les gens évoluent, ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans en arrière. Et effectivement, je te rejoins dans l'idée où tout va très vite. Et donc, du coup, maintenant, on veut aussi que les choses aillent très vite. C'est un peu, le principe du Doliprane, quoi. Tu prends du Doliprane et donc tu veux qu'en 5-10 minutes, ça y est, t'es plus mal au crâne, quoi, en gros. C'est ça. Alors, ça veut pas dire que le changement se fait très vite, mais ça veut dire qu'on apporte des outils qui permettent, tu vois, d'intégrer les choses, et les personnes, du coup, sont contentes parce qu'il y a quand même des choses qui se passent, la demande est là. Il n'empêche qu'il faudra du temps pour un changement, c'est obligatoire, comme on met 9 mois pour faire un enfant, et heureusement, et ça changera pas, tu vois, c'est incompatible. Donc, il y a un temps d'intégration, de changement obligatoire, mais c'est plus ludique aussi d'en passer par différentes méthodes, je trouve. Ça, c'est peut-être aussi mon caractère. J'aime bien aussi des choses différentes. Ah bah évidemment, après ça tient aussi à la personnalité de chaque professionnel, hein, c'est sûr. Tu disais une chose, tu disais que, parce que moi aussi je le constate de mon côté, que de plus en plus de personnes aussi te consultent, viennent te voir parce qu'ils sont en perte de sens. Ah oui, ça. Oh là Et là. ça, ouais, on est d'accord, hein. J'aimerais bien que tu développes un peu ça, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une perte de sens, mais tellement importante dans notre société. Alors, il y a une partie de moi qui me dit c'est chouette, tu vois, c'est plutôt positif, parce que du coup, ouais, quelque part, oui, parce que ces personnes qui sont en perte de sens, déjà se rendent compte qu'elles sont en perte de sens. Oui, d'accord. Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. Et ça, pour moi, c'est chouette, parce que là, du coup, on a la possibilité de les aider, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a une grande partie, par contre, qui ne se rend pas compte de tout ça. Oui, et parfois elles s'en rendent compte au cours de l'accompagnement, parce qu'on apprend tellement à écouter son corps que du coup on se dit là, s'il me fait tant de signes, maladie, douleur, tu vois, qu'il n'arrive pas à dormir ou autre, c'est qu'il y a quelque chose qui fait sens. Donc on apprend petit à petit à se demander en quoi là je ne suis pas alignée, pas cohérente avec ce que j'ai vraiment envie de réaliser. Alors, il y a beaucoup aussi d'interrogations à la quarantaine, tu vois, milieu de vie, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, le temps est passé, et là, peut-être j'ai envie de me reconvertir, d'avoir un métier qui a du sens pour moi, de vivre dans un endroit qui me correspond. En fait, la quête de sens permet de traverser tout. Je sais pas si tu connais Viktor Frankl, qui a été porté dans les camps de concentration. Il disait que lui, finalement, et toute sa vie, toute son œuvre vient de là. Quel est le sens en fait que l'on peut donner aux choses, et à partir de ce sens que l'on donne aux choses, on peut traverser énormément d'épreuves. Donc, si on n'a pas de sens, on est vide en fait. On est comme un mouton, on va suivre la masse, et forcément on va ressentir, le corps va nous faire des signaux, c'est sûr, à un moment donné, on les entend ou on ne les entend pas, et ils vont devenir de plus en plus forts. La vie aussi va nous apporter des épreuves de plus en plus lourdes, ou souvent répétitives, ou pour qu'on voit les choses, c'est pas pour nous faire du mal, c'est au contraire pour nous ouvrir les yeux. Et à un moment donné, si on ne voit pas, souvent c'est beaucoup plus grave, ou un accident ou autre. Et comme tu dis, celle-là, pour le coup, c'est tant mieux quelque part, parce que ça oblige à aller voir qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, qui suis-je en fait, voilà, quelle lumière j'ai envie d'apporter au monde autour de moi. Et ça demande parfois de l'audace, du courage. C'est pas facile, surtout quand on a eu une vie, tu vois, de dizaines d'années comme ça, où on a été dans une entreprise, peut-être qu'on va faire un travail
par des croyances limitantes qui venaient peut-être de nos parents, parce que là aussi, va falloir travailler là-dessus, sur tout ce qu'on s'est trimballé dans notre éducation, tout ce qui a fait la fausse personne. En fait, c'est comme si on était nous-mêmes en hypnose, en réalité, et le boulot du thérapeute, ça va être de faire sortir la personne de l'état d'hypnose dans lequel elle est. Ah, j'aime bien cette image. Ouais, Ouais. c'est vraiment Ouais. ça, en fait. Ouais, j'aime bien ça. Moi, je parle de conditionnement, mais du coup, en fait, on est proche aussi de l'hypnose. Et je parle aussi beaucoup, tu sais, de pilotage automatique. Une Ouais. grande partie de la population, en fait, est sur pilote automatique. Et donc, le jour où ils mettent pause, et c'est là où je trouve que, tu sais, ces périodes de confinement qu'on a vécues, c'était chouette, parce que justement, enfin, on a appuyé sur pause, et donc les gens ont pu se poser les bonnes questions. Oui, bah oui, on parle exactement de la même chose. Et c'est pareil aussi, même constat, entre 40 et 50 ans. 40 et 50 ans, il se passe quelque chose, il y a un virage, il y a un déclic. Bon, généralement, tu me dis, hein, si c'est aussi ce que tu vois de ton côté, pour moi, c'est souvent des personnes qui sont occupées des autres. Donc, ils sont occupés des enfants, ils sont occupés de leur chérie, femme ou mari. Ils ont fait un job qui est purement alimentaire. Tout ça pour, voilà. Et puis à un moment donné, voilà, il y a un grand déclic. Ils s'aperçoivent qu'ils se sont mis de côté, qu'ils n'ont pas pensé à eux, et donc là, ils ont envie de donner du sens à leur vie, et perso et pro, quoi. Et souvent dans ces périodes, il y a d'ailleurs beaucoup de divorces aussi. Oui, il y a beaucoup de divorces, effectivement. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes aussi qui évitent d'aller parfois se confronter à un changement, un thérapeute qui va lui Ouais. faire prendre conscience. Et il peut y avoir des résistances au moment où la personne change, parce que le changement fait peur, évidemment, implique beaucoup de choses, beaucoup de conséquences, beaucoup d'insécurité. Et là, notre job aussi, c'est de percevoir qu'à un moment, il peut y avoir le risque que la personne se retire. Donc peut-être anticiper, voire pour l'accompagner, pour l'aider vraiment à aller jusqu'au bout du processus, pour éviter ça. Parce que évidemment, dans ces cas-là, ça remet en cause tellement de choses. C'est clair. Et parfois, les personnes ne savent pas du tout, c'est-à-dire elles savent à un moment donné ce qu'elles ne veulent plus, mais pas du tout là où elles veulent aller aussi. Oui. Donc le job, c'est pourquoi aussi j'aime bien cette méthode que j'ai créée, c'est que on va aussi aller chercher ça dans quelles sont mes valeurs fondamentales. Tu vois, là, c'est plus par du coaching. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les choses qui me font vibrer? Quelles sont les choses, quand je les fais, dans lesquelles je perds la notion du temps, qui me rendent heureuse, qui me redonnent de la joie? Sans culpabilité, parce que souvent, en fait, les personnes qui, par exemple, je sais pas, tu adores la peinture. Bon, elles adorent la peinture ou la cuisine ou le jardinage ou peu importe quoi. Mais elles vont culpabiliser parce qu'elles se disent, quand je fais ça, j'ai du plaisir. Donc ça peut pas être un boulot, en fait. Si, en fait, si. Et c'est ça qui est dommage, tu vois, parce qu'on est aussi dans une éducation où il faut, parfois, ça fait partie des croyances limitantes. Il faut travailler dur pour y arriver, tu vois, on a beaucoup cette éducation un peu judéo-chrétienne de la souffrance, du travail. D'ailleurs, le mot travail lui-même en est un exemple qui vient de cette souffrance-là. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi on ne serait pas juste des êtres comme des enfants, émerveillés et faits pour être heureux, joyeux? Et donc, ça demande vraiment d'enlever des couches, comme les oignons. À un moment donné, on arrive à quelque chose. Ouais. Tu poses la vraie question. Moi, tu sais, en parallèle de mes activités dédiées au bonheur et à la connaissance de soi, je suis très impliqué ces 10 dernières années dans le monde de l'éducation. Donc, je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, avec, j'allais dire, une punchline qui me suit partout, c'est tout part de l'éducation. Et donc, si tout part de l'éducation, tout part de la connaissance de soi, bien évidemment. Et je me dis à chaque fois, mais voilà, si on pouvait intégrer davantage, parce que ça l'est déjà, mais un tout petit peu, le savoir-être, la connaissance de soi sur les bancs de l'école, dans le foyer, enfin même de manière sociétale, on aurait une humanité, une société qui serait tellement différente. Si on pouvait intégrer, moi vraiment, j'œuvre là-dessus, je n'y arrive pas, mais si on pouvait intégrer la respiration, apprendre à respirer aux enfants, je te promets que ça changerait tout. La base d'une bonne santé physique, mentale, c'est la respiration. Et on ne sait pas respirer. Non, on nous a pas appris. On nous a pas appris, en fait, parce qu'on a l'impression que c'est comme ça, quelque chose qu'on fait naturellement, certes, mais qu'on fait très mal. Et respirer, ça permet de canaliser le stress, ça permet de mieux digérer, de mieux dormir, ça permet tellement de choses.
de se sentir mieux, d'être en meilleure vitalité, d'éviter beaucoup de maladies cardiovasculaires, maladies de tout ce qu'on va se créer. Et ça, c'est vraiment dommage parce que je pense que déjà le niveau sonore des classes serait très différent, la concentration serait très différente. Et juste ça, 5 minutes de respiration avant un début de classe, ce serait vraiment le bonheur, moi, je pense. Ah oui, tu prêches un convaincu. Alors la bonne nouvelle pour être en contact justement avec des profs de l'éducation nationale et autres, c'est qu'il y a déjà des profs qui vont dans cette direction. Moi, je pense que c'est à peu près 50% quand même du corps enseignant, donc c'est très rassurant, qui sont en train potentiellement d'inspirer et de semer des graines pour ceux qui ne le font pas encore. Oui, Donc moi, j'aimerais bien, tu sais, qu'on reparle de tout ça dans 25 ans, parce que je suis tellement convaincu qu'on va réussir en 25 ans justement à intégrer ces principes de base. Mais pour moi, il y a aussi l'alimentation, tu sais, comme le disait Hippocrate, quand ton aliment, c'est ton premier médicament, qu'on apprenne aux enfants à manger vitalité, quoi, énergie, et pas juste parce qu'on a faim, et pas des produits évidemment qu'on trouve aussi dans les supermarchés qui sont remplis de choses très toxiques pour le corps. Bah, tu vois, il y a toute une éducation autour de ça, autour de du sport, de remettre du mouvement dans notre vie parce qu'on a des activités très sédentaires globalement, d'être respectueux de notre sommeil, d'avoir des exercices de relaxation, d'aller plus souvent dans la nature. Tu vois, en fait, ces choses de base qui font partie simple. des bases en fait de l'être humain, au même titre qu'on mange et qu'on prend une douche. Bah, j'aimerais voilà que tout ça s'intègre aussi dans notre système. Oui, de revenir à des choses plus simples finalement, parce qu'on a tout complexifié. Ouais. On a rajouté du béton partout, alors que la nature elle-même, déjà se lever et voir un beau paysage devant soi, avoir une belle vue, au lieu d'avoir un mur, rien que ça change tout. D'avoir un environnement silencieux au lieu d'avoir du bruit partout. Même pour les enfants, hein, même pour les écoles d'ailleurs, d'avoir un environnement, d'avoir peut-être un petit jardin où ils peuvent, un potager, dans les hôpitaux pareil, enfin partout en fait, hein. Ce serait extraordinaire. Et c'est quoi? C'est juste, finalement, tu vois, on dépense énormément d'argent en très peu de temps pour aller faire des vacances dans des endroits comme ça où on va s'empiler, juste pour retrouver quelque chose qui est à la base naturel, que tout le monde devrait avoir, le contact avec la nature, le calme et un bel environnement. Exactement. Ça, Et c'est accessible à tout le monde parce que moi, je le dis très souvent, j'ai habité à Paris pendant 34 ans. Et donc, on pourrait considérer, tu sais, qu'en habitant dans des grandes villes, c'est pas évident de se rapprocher de la nature. Bah si, parfois, ça l'est. Mais c'est vrai qu'il faut parfois sortir de sa zone de confort. Et notamment, moi, à l'époque, pour donner un exemple, je faisais 1 heure à 1 heure et demie de vélo pour aller au bois de Boulogne, pour me ah oui, retrouver près d'un arbre et méditer auprès de l'arbre parce que ça me faisait du bien. Et sinon, il y a plein de parcs aussi dans la ville. Je trouve que si on le souhaite, quand on habite dans une grande ville, on peut quand même se rapprocher de la nature. on peut même la mettre chez soi, hein. On peut L'autre fois, j'ai été voir un copain je crois que c'était dans le 19e ou 18e, je sais plus trop, dans une tour. Déjà en arrivant là-bas, je me disais oula. Et en fait, en rentrant dans son appart, il y avait il y avait un petit balcon, c'est vrai, mais il y avait des plantes partout et en fait, l'environnement était très agréable. Ça m'étonne pas. Ouais, donc on peut changer aussi des choses chez soi déjà. Tout à fait. Et la nature, tu as raison, et partout, il y a des arbres quand même dans Paris. Paris quand même pas mal. Il y a pas Oui, mal. moi je trouve qu'on peut se débrouiller. C'est juste une question de perception et parfois effectivement, il faut sortir un peu de sa zone de confort et de se dire bon bah voilà, ok, je vais faire peut-être aller 1/2 heure de plus de métro, mais au moins je vais me rapprocher d'une source de nature qui me fera du bien. Je crois que c'est important. Ça, c'est aussi, pardon de te couper, mais ça me fait penser aussi au fait que c'est très important d'accepter de faire des efforts. Parce que tout ne tombe pas du ciel. Si on veut être en bonne santé, en fait, ça va demander de faire des efforts, ça va demander de bouger, de marcher, de faire un peu de sport, de bien manger, comme tu dis. C'est plus facile de prendre, je sais pas, un burger que d'aller se cuisiner, tu vois, un bon petit plat avec des bons ingrédients qu'on a été achetés au marché et tout ça. Certes. Donc, en fait, bien respirer chaque jour, ça demande de prendre du temps. C'est un effort. Il faut bien le savoir pour que le corps puisse faire son homéostasie, son équilibre naturel. Notre job à nous, c'est quand même d'accepter d'avoir des routines de bien-être et de prendre du temps. Alors quand on dit j'ai pas le temps, on me dit j'ai pas le temps, 5 minutes, 10 minutes, c'est pas possible, c'est pas une excuse. Je pense pas que ce soit une excuse. Alors, je suis pas du tout pour le morning, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, mince.
plus Ah Miracle, oui, oui, Miracle Morning. Miracle Morning. Parce que je pense que prendre sur le sommeil, c'est une erreur fondamentale. Le sommeil, c'est le plus important. C'est la base, tu vois. Donc, prendre des heures de sommeil pour faire sa routine, non, ça, c'est pas du tout une bonne idée. Mais faire une pause de 5 minutes, 10 minutes, faire une petite sieste ou une relaxation après déjeuner, tu vois, même juste écouter quelque chose, prendre 5 minutes dans le métro même pour respirer. Ouais. C'est possible, en fait. Ah oui, oui, c'est vraiment accessible à tout le monde. Moi, je parle aussi souvent de discipline. Je sais pas si toi tu en parles, parce que je crois qu'il faut vraiment une vraie discipline. Et je sais que ce mot ne Ouais. fait pas plaisir. Moi, j'aime bien routine ou, Oui, tu vois, ok. voilà. Ouais, mais il faut quand même dans la routine, je trouve qu'il faut une forme de discipline malgré tout. Oui, à faire un petit protocole, un Ouais. ouais, je trouve pas le mot, mais j'ai un autre mot que j'aime Fais-le. bien aussi, qui permet chaque jour, si tu veux, de créer comme ça un rituel. Voilà, c'est ça que Ah je oui, rituel. un rituel, voilà. Un petit rituel qui permet, parce que dans la discipline, c'est vrai qu'il y a le côté un peu armée, ou école, qu'on n'aime pas trop, mais Ouais. ça Ouais, dépend mais de son fonctionnement. oui, c'est ça. Mais enfin, ça me paraît compliqué de vouloir mettre en place de nouvelles habitudes pour notre propre bien-être sans être un minimum rigoureux, discipliné ou je sais pas, Mais peut-être en fait, changer. Mais ouais. c'est juste, c'est même pas, c'est impossible. Mais oui, c'est ça. Que ça s'apprend. C'est comme si tu voulais apprendre, je sais pas, le piano ou une langue étrangère et que tu te dis, bah, ça va juste me venir comme ça. Je vais apprendre un mot de temps en temps. Non, en fait. Et tu as beau apprendre et apprendre, mais en fait, on va toujours apprendre encore. Parce que ça ne s'arrête pas, l'apprentissage à ce niveau-là. Donc, Ouais, c'est ce que je dis. Je dis que c'est une formation continue. c'est ça. Donc, la seule chose, c'est de savoir est-ce que j'ai envie de me faire du bien? Est-ce que je m'autorise à me faire du bien? Parce que ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui savent parce qu'elles ont j'en ai encore eu une hier de mes clientes elle sait très bien ce qui lui fait du bien. Elle l'a testé. Elle sait que dans la minute, elle fait ses respirations, elle va mieux. Mais il y a une résistance. Elle s'autorise pas à être bien. Donc voilà, là, il va falloir travailler sur qu'est-ce qui fait que je me sabote, je m'empêche de me sentir bien et je préfère m'occuper des autres que de moi, comme tu disais tout à l'heure. Et ça, c'est un tremplin intéressant ce que tu dis, parce que ça arrive beaucoup quand même. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a un gros poids judéo-chrétien. Il y a un gros poids aussi du conditionnement de la société dans laquelle on se trouve, ça c'est sûr. Mais souvent, j'ai le sentiment qu'il faut remonter un petit peu quand même en arrière, de l'enfance, par exemple. Ou est-ce que c'est le cas aussi? Ouais, c'est ce que tu observes aussi, ouais. Oui, les petites phrases, bien sûr, hein, ça dépend effectivement, qui font qu'on est conditionné, comme tu disais. Donc là, il va falloir, ou ça peut être même générationnel, hein, de génération à génération, où on a appris, où on a vu sa mère ou sa grand-mère ou son père, enfin peu importe, avoir un certain type de comportement et on va juste reproduire en fait, sans même trop se poser la question. Exactement. Ouais. Et donc là, bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en hypnose grâce à ça. Justement, aller lever toutes ces croyances, tout ce qu'on sait, tous ces faux semblants, tout ce qu'on pense être la réalité, mais qui en fait met un voile sur qui on est vraiment. C'est difficile hein, d'aller voir vraiment. Bah d'ailleurs, connais-toi toi-même. On le sait, hein, c'est toute l'histoire de toute une vie. Pour autant, je pense que sans cette quête, sans cette question-là, à quoi ça sert finalement de vivre comme des robots, des automates? Quel est l'intérêt? Quel est le sens? Ce qu'on se disait. Mais ça demande effectivement un effort. Mais oui. J'ai envie de revenir à la numérologie parce que tout le monde ne s'oriente pas sur la numérologie. Alors, pour que tu comprennes un peu le contexte, moi, je suis né dans une famille où on tirait les cartes, on faisait des thèmes astrologiques. Okay. On allait voir des iridologues, des naturopathes, tu vois, quand j'étais gamin. Donc, je baigne, en fait, dans cet univers depuis que je suis tout petit. Donc, la numérologie, bien évidemment, ça me parle et j'y crois beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est assez proche d'une science, un peu comme l'astrologie. Ouais. Et souvent, je trouve qu'il y a plus de professionnels qui vont s'orienter, par exemple, sur l'énéagramme ou, tu vois, ou sur l'astrologie. Et c'est assez rare que des pros s'orientent en parallèle pour apporter un plus à leur pratique. Autour de la numérologie, j'aimerais bien que tu nous expliques. Alors moi, ça m'intéresse depuis que je suis toute jeune. Hein, depuis peut-être, je sais pas, j'avais 14 ans déjà, ça m'intéressait la numérologie.
comme l'astrologie d'ailleurs, mais l'astrologie, vu que j'étais très très nulle en maths, ça m'a donné des limites à l'époque. On n'arrivait pas à faire, il fallait le faire les thèmes à la main et tout, donc Oui. c'est un petit peu différent. Curieusement, la numérologie, même si c'est sur les nombres, c'est très facile, les calculs sont très faciles à faire. Et en fait, c'est vrai que c'est moins connu, quoique ça le devient un peu plus maintenant. Donc, si tu veux, on a tous des nombres, même si c'est de 1 à 9, on va quand même parler de nombres, hein, pas de chiffres. On a tous des nombres de naissance. Et en fonction de ce nombre-là, il va y avoir comme une énergie, une indication de vers quel chemin tu dois aller. Enfin, tu dois aller. Il n'y a pas de devoir, mais disons que peut-être tu as décidé d'aller à un moment donné, si on y croit. Tu vois, donc ce sont vraiment des énergies par rapport à ta date de naissance, ton jour de naissance, tous les noms et prénoms également, puisque chaque lettre va correspondre à un chiffre. Et ensuite, on va créer comme ça des thèmes numérologiques. C'est aussi quel est le jour, le bon jour pour, je sais pas, faire une conférence, quel est le meilleur mois, tout ça aussi. C'est comme un peu en astro. Et d'ailleurs, ça se recoupe parce que j'ai des amis astrologues et j'ai fait quelques stages là dernièrement d'astrologie et c'est tellement corrélé, c'est incroyable. On retrouve les mêmes informations en fait. Oui, ça m'étonne pas, ouais. Oui, ça n'a rien d'ésotérique, parce qu'il y a encore quand même beaucoup de personnes qui pensent que c'est ésotérique, la numérologie ou l'astrologie. Ça n'a rien d'ésotérique. De toute façon, chacun est, voilà, a ses croyances. Je pense que c'est pas la peine de faire du prosélytisme là-dessus. Juste, peut-être tester, faites-vous faire un thème pour vous ou pour des personnes autour de vous. Et dans ce cas-là, vous allez voir à quel point c'est bluffant. Mais oui, c'est ça. Le mieux, c'est de tester. Une fois de plus, c'est de vivre des expériences par soi-même. C'est ça. Exactement, ouais. Ce soir, on est quand même autour d'un sujet qui est au cœur de l'alignement. On a plus ou moins évoqué d'ailleurs dans notre échange. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre, qu'on comprenne ce qu'on y retrouve, pourquoi tu l'as écrit, donc c'est pas ton premier livre. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, eh bien, c'est ce que je te disais. Donc après avoir testé pendant plusieurs années en cabinet l'hypnose, la sophrologie, le coaching, j'ai bien compris qu'en fait, le vrai changement arrivait par un processus qui était holistique, qui passait et par le mental, parce qu'il faut absolument écouter la personne au départ, savoir ce qu'elle a à dire, quels mots elle exprime, quelles sont ses croyances limitantes, comme je disais, quels sont les schémas répétitifs qu'elle va mettre en place dans sa vie. Donc, faire un recadrage déjà au niveau mental, mais ça suffira pas. Et donc, il va falloir aussi en passer par le corps, lui apprendre à respirer, lui apprendre vraiment certaines postures. Pour qu'elle se sente mieux, pour qu'elle puisse avoir des clés pour évacuer certaines émotions, pour se redonner confiance, pour plein de choses, pour être en meilleure santé aussi ou mieux dormir. Mais parfois, ça suffit pas. Donc là, on va aller chercher dans l'inconscient des blocages que même en parlant, même en allant, on n'arrivera pas à trouver si on ne va pas dans le subconscient vraiment chercher des choses qui sont vraiment des associations d'idées que le cerveau a fait, qui n'a aucune notion du temps. Il peut y avoir un problème il y a 30 ans, 40 ans, et l'inconscient pour lui, c'est comme si c'était hier. Tu vois, il peut créer des phobies, par exemple. J'aime bien prendre cet exemple parce que c'était arrivé, si tu veux, à un client à moi qui tout d'un coup a eu une phobie de l'avion sans comprendre pourquoi, alors qu'il avait pris l'avion comme tu prends l'avion tous les jours de sa vie sans aucun problème. Et d'un coup, phobie de l'avion. Donc là, il était très embêtant. En plus, c'était son métier, il devait vraiment voyager beaucoup. Là, ça ne suffisait pas. Il fallait en passer par ces méthodes d'hypnose pour aller chercher dans l'inconscient ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que si tu veux, le cerveau lui fait des associations d'idées. Donc, il était dans l'avion, tranquillement. Il y avait la petite musique, il y avait une chaleur, il y avait des enfants ou des gens qui parlaient derrière ou qui riaient derrière. Et puis, tout d'un coup, phobie. Et donc, on retrouve les mêmes éléments. Je lui fais rentrer en hypnose dans cet état-là. Il est dans l'avion, il ressent physiquement ce qui se passe et tout. Et là, il se souvient, mais parce que c'est vraiment parce que t'es que dans l'inconscient et que t'es dans les ressentis du corps et que le cerveau, il se met en alarme qu'à un moment de sa vie, mais 30 ans auparavant, il était dans une voiture,
il y avait la petite musique de la voiture, il faisait très chaud, il y avait des passagers derrière qui rigolaient et ils ont eu un accident. Ok. Donc, tu vois, et le cerveau, lui, il comprend pas. En fait, il fait juste une association d'idées des deux. Il va créer de sa phobie. Donc là, voilà. Donc l'hypnose peut vraiment servir à lever ce genre de choses. Et je trouvais que par rapport au sens que l'on donnait, la question du sens vient à un moment donné dans un accompagnement. Et je trouve que le support de la numérologie, à ce moment-là, si la personne est d'accord, va donner énormément de clés, de compréhension, et surtout des grands défis que l'on va traverser, parce que c'est pas parce qu'on a, par exemple, moi dans mon chemin de vie, il y a du 3 qui est justement de s'exprimer, d'être capable de créer. Et c'était la chose la plus difficile pendant peut-être 40 ans. C'était quelque chose d'extrêmement difficile. J'étais extrêmement timide, j'étais incapable de parler à plus de 2 personnes à la fois, j'étais incapable de créer quoi que ce soit avant les bouquins. Et donc, c'était mon grand défi. Mais il fallait comprendre. Quand on comprend quel est le grand défi, on sait que ça va être dur, mais que c'est ça qu'il faut exprimer. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à l'exprimer, hop, tout s'ouvre. Ouais, là, tu deviens aligné, tu vois, cet alignement. Et il se fait aussi avec le corps, parce que je pense que c'est très important d'être bien ancré en développant l'intuition. Et donc, j'ai créé cette méthode qui est un processus qui en passe par différents questionnements aussi, de l'inconscient, du mental, du corps, de tout un tas de choses pour arriver à s'aligner avec son âme, si on y croit ou pas, peu importe. Enfin, en tout cas, son grand moi, ce pourquoi je suis là, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui donne du sens à mon existence, pourquoi je suis née, et à un moment donné, le dernier jour de ma vie, est-ce que je serai contente, est-ce que en me retournant, je vais me dire, voilà, j'ai réalisé vraiment beaucoup de choses, ou est-ce que je suis totalement passée à côté, hein? Autant se la poser avant que ce soit trop tard, je dirais, cette question, même si elle n'est pas évidente pour certains. Oui, puis pour avoir des amis infirmiers, infirmières qui accompagnent justement les personnes vers la fin de leur vie, souvent sur le lit, ils regrettent ça. Bah, évidemment. Ouais, tout à fait. Donc dans ce livre, je propose au grand public, parce qu'après je forme aussi bien sûr des thérapeutes à cette méthode pour aller beaucoup plus loin, mais je propose ce processus de compréhension, d'alignement, des exercices aussi, hein, bien sûr, pour aider à traverser tout ça. En passant par tout un tas de choses, par le corps, par des mudras, par des respirations, par tout un questionnement aussi, par certains exercices d'auto-hypnose. Et aussi, je renvoie beaucoup, alors si je peux me permettre de parler de ça, à un podcast que j'ai créé, qui est gratuit, accessible à tout le monde, et qui s'appelle Respire. Et donc là, je guide beaucoup de respirations, notamment la cohérence cardiaque que j'adore, des respirations pour se concentrer, respiration carrée, des respirations pour se dynamiser, comme la respiration où il y a beaucoup de temps d'apnée. Alors ça c'est génial quand on fait des rétentions. Il se passe énormément de choses dans le corps. C'est magique, vraiment, c'est incroyable. Donc je guide aussi des relaxations et des exercices pour dormir, voilà. Donc je renvoie aussi à pas mal de choses de ces respirations. Et pour moi vraiment, ça fait quand même, j'avais compté à peu près 11 000 séances peut-être en individuel, des milliers de séances en groupe. Donc j'ai créé ça au fur et à mesure, et pour moi c'est une évidence que sans passer par tout ça, on n'y arrive pas en fait. Ah oui, je suis d'accord avec toi. C'est tout le temps multifactoriel et holistique. De toute façon, ça peut pas être juste une chose. C'est impossible. J'ai remarqué pendant notre discussion que le mot intuition revenait très souvent. Moi, c'est quelque chose qui me parle aussi énormément, parce que tout ce que j'ai réalisé depuis 20 ans à travers mes activités professionnelles, c'est justement parce que j'écoute mon intuition. Et souvent, tu sais, quand on me demande de me présenter, je dis 2 choses. Je me considère comme un jardinier, parce que j'ai l'impression de semer des graines autour de moi comme ça depuis une vingtaine d'années. Et je me considère aussi comme un chef d'entreprise intuitif, parce que, comme je viens de te le dire, je fais tout de manière intuitive. Et tu as dit à plusieurs reprises que, justement, on pouvait le développer. J'aimerais bien que tu développes, du coup, cette partie. En fait, j'ai même un atelier sur l'intuition. C'est une technique. D'abord, on a tous de l'intuition, plus ou moins, mais normalement, on a tous de l'intuition. Et on va la développer en écoutant
en apprenant à écouter son corps, en apprenant à écouter les sensations. Il y a tout un tas de processus. Vraiment, c'est étape par étape. Il y a des exercices. Moi, j'avais fait l'école de l'intuition aussi, l'Iris à Paris. Donc, ils apprennent, hein, ce que j'apprends aujourd'hui aussi d'une autre façon dans mes ateliers, à te connecter à ton intuition. Donc, à interroger aussi d'une certaine manière, à mettre de côté le mental qui, lui, c'est le plus dangereux parce que c'est lui qui va tout de suite vouloir trouver la solution alors qu'il va bloquer, en fait, l'intuition. L'intuition, si tu veux, c'est un élan. Ça vraiment, ça vient du cœur, en fait. On sait. Ouais, c'est ça. On sait. Ouais. Et souvent, quand on a beaucoup d'intuition, il va y avoir aussi des synchronicités qui arrivent. On va avoir des signes sur notre chemin. Et les choses sont fluides. Ou pas. D'ailleurs, aujourd'hui, on écoute peu son intuition, mais dans les temps anciens, chez les Romains, les Grecs, ils écoutaient énormément l'intuition. Hein. Donc, ils ne faisaient pas les choses s'ils ne le sentaient pas. C'est je le sens pas. Ou s'il y a un signe, tu sors de chez toi, tu te casses la figure, tu te prends... bon, vaut peut-être mieux faire autre chose, revenir et revoir, tu vois, c'est ce que tu avais décidé de faire. Donc, en fait, ça s'apprend et ça se travaille. Et plus tu vas le travailler avec certaines méthodes vraiment très précises, en fait, hein, tout simplement, il y a une technique. Plus tu vas le développer. Ouais, je suis d'accord. J'ai aussi, alors c'est peut-être juste le fruit de ma trajectoire personnelle, mais j'ai vraiment l'impression aussi que une fois de plus là tout est interconnecté. Et là, je pense notamment à l'alimentation et avoir aussi une activité sportive ou une activité physique, enfin en tout cas du mouvement dans sa vie et de manière assez régulière, plus associé aussi au sommeil, c'est-à-dire avoir vraiment un bon sommeil et respecter ses cycles de sommeil. J'ai l'impression que si tu allies ça, donc une alimentation vitalité, hein, donc qui t'apporte de l'énergie, qui te correspond à toi, parce que mon style d'alimentation ne correspond pas forcément à une autre personne. C'est ça, c'est à chacun en fait de trouver qu'est-ce qui est bon réellement pour lui, associé donc avec du mouvement dans sa vie, la nature et tout, etc. J'ai l'impression que justement ça te connecte davantage ou t'es plus réceptif davantage à ta partie intuitive. Oui, forcément, puisque le corps n'a plus besoin de dépenser de l'énergie ailleurs. Déjà, tu lui donnes beaucoup de choses qui fait qu'il peut se concentrer sur l'essentiel. Il n'est pas obligé de bosser comme un dingue pour évacuer, tu vois, des toxines, tout ce que tu lui as mis dans le corps, digérer pendant des heures, alors que c'est pas fait pour lui, etc. Donc, forcément, il se connecte à quelque chose qui est plus subtil, plus spirituel, parce que dans cet alignement, j'ai pas parlé de cette partie-là, mais au cœur de l'alignement, c'est aussi s'aligner à sa partie spirituelle, hein, ce côté-là. Et donc là, c'est plus subtil. On est dans quelque chose de plus subtil. Pour ça, il faut déjà, en quelque sorte, que le corps soit propre, qu'il n'ait pas besoin de gérer un manque de sommeil, trop de mauvaise alimentation, trop de sédentarité. Ça, c'est la base, en fait, effectivement. Donc, on va l'aider par ces routines dont on parlait tout à l'heure. À partir de là, il va pouvoir développer son intuition, il va pouvoir développer parce qu'il sera en bonne santé, tout simplement, hein, plus d'énergie, et du coup, avoir l'espace pour que des choses positives arrivent dans ta vie. Parce que c'est comme au départ, dans tout accompagnement, on va commencer par enlever, se décharger de tout ce qu'on porte, de toutes les toxines, de tout le trop plein. Parce que comment remplir quand il y a déjà trop, en fait. C'est clair. Donc, déjà, on enlève. Et après, là, tu vois, ce serait ça, c'est OK, maintenant le corps est libre, il est ouvert, il est réceptif. On va pouvoir mettre quelque chose qui est de l'ordre de mon alignement, du sens de ma vie, augmenter son taux vibratoire, tout ce qui va faire que on va être joyeux, le cœur va battre, en fait, hein, aussi. Cette intuition, elle vient aussi du cœur, finalement. L'amour, qu'est-ce qui nous donne le sourire,
Qu'est-ce qui nous rend heureux? Tous les jours, on devrait se poser cette question. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et comment j'ai envie de me coucher ce soir? Qu'est-ce que j'ai réalisé qui me rend heureux? Mais tellement. Et j'ai remarqué aussi que la façon d'interpréter ce qu'on vit comme de l'intuition est très dépendant aussi d'un individu à un autre. Pour illustrer, pour donner une image, moi, c'est très souvent quand j'ai des frissons, par exemple. Ah oui, alors tu as raison, parce que c'est pour ça quand je te dis on apprend à écouter le corps, il y a des personnes, par exemple, ça va être effectivement du chaud, du froid, des frissons, des tremblements. Il y en a, ça va passer par tout à fait autre chose comme sensation. Et ça, c'est la première écoute. Alors tu vois, tu es vraiment intuitif parce que c'est la première chose qu'on apprend à écouter comment le corps te parle en fait. Et si on n'a pas de signaux parce qu'on ne sait pas du tout l'écouter, il y a des personnes qui sont très peu connectées au corps, on va lui dire bon alors quand je sens par exemple ma main lourde, ma main droite plus lourde, ça veut dire oui, ma main gauche plus légère, ça veut dire non. On va l'orienter, mais idéalement c'est mieux de le ressentir. Ah oui, c'est pas photo. Oui, alors souvent ça peut être aussi, tu vois, on peut sentir quand une personne arrive et qu'elle te correspond pas, tu vas sentir peut-être une contraction, le cœur qui se ferme. On fait plus tellement attention à ça. Ou un lieu d'ailleurs, un lieu où tu te sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le corps, un frisson qui arrive? Est-ce qu'il y a une contraction? Est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce qu'il y a la gorge qui se serre? Tout ça, ce sont des signaux très très importants. Et inversement, quand ça va bien, ça s'ouvre en général. Voilà, et il y a d'autres signaux qu'on apprend à écouter. Est-ce que tu as l'impression que ça passe d'abord par le corps? Oui. Ouais, ok. Moi, j'ai cette impression aussi, ouais. Totalement. Enfin, c'est pas qu'une impression, c'est la réalité. Okay. C'est pour ça que c'est important d'apprendre. Tu vois, par exemple, quand tu vas te projeter dans une scène où tu as envie de te dire, par exemple, où est-ce que je vais aller dîner, je ne sais pas, demain soir. Ça peut être un exercice d'intuition. Si tu as appris à ressentir, par exemple, tu touches une tasse, tu vas sentir qu'elle est un peu fraîche, tu vas apprendre à sentir sa texture, comment tu te poses, comment tu respires. En fait, tout ça, ce sont des exercices d'intuition parce que plus tu vas être connecté à tes sensations, au corps, justement, ce qu'on disait, est-ce que c'est rugueux, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud, qu'est-ce que ça sent, parce que c'est tous les sens aussi qui vont être en éveil dans l'intuition. Qu'est-ce que je sens dans cet endroit, dans ce restaurant, qu'est-ce que j'entends, comment je me sens dans mon corps, comment je respire, qu'est-ce que je touche, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est petit, est-ce que c'est salé, est-ce que c'est sucré, est-ce que si je le mets dans la bouche, comment je sens la chose, tout ça en fait, si je le vois d'en haut, comment c'est, si je le vois de l'extérieur, comment c'est, et donc on va jouer avec tout ça. Donc plus on va connecter au corps et aux 5 sens, et plus on aura des informations. C'est passionnant. C'est passionnant de t'écouter, Véronica. C'est tellement tout ce que je vis depuis 44 ans maintenant. En tout cas, c'est très, très juste ce que tu dis. Je vois que le temps file. On est déjà bientôt à 1 heure. Ah oui. Ouais. Comment on fait pour te contacter? Les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi, suivre tes formations, comment on fait? Alors, oui, j'ai une formation qui démarre là en septembre. Donc, c'est idéalement peut-être sur soit mon site internet www.veronica-brown.fr, sur Instagram, Veronica Brown __ aligné. Je suis beaucoup sur Instagram, très peu sur Facebook ou LinkedIn. Moi, c'est plutôt Insta, un peu là, TikTok ces derniers temps. Grâce à un de mes fils qui m'a dit, maman, vas-y, puisque tu mets tes vidéos, mets-les. Et il a raison, en 3 mois, j'ai bientôt 10 000 abonnés, juste en remettant les mêmes vidéos. Donc voilà. Ah ouais, non, ok. Il m'a très bien conseillé. Donc ça, c'est sympa. Et plutôt Instagram. Donc c'est Veronica Brown _ aligné. Et sinon, tu peux envoyer un message. Super. J'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Peut-être que tu ne le sais pas, j'ai réalisé 2 films. Le premier film que j'ai réalisé s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Ouais. Il est sorti en 2017 et il y a déjà plus de 2 millions de personnes qui l'ont vu. Ouais. Et je suis parti dans 25 pays et j'ai interviewé 1500 personnes pour leur poser une seule question. Ah, allons-y. C'est quoi le bonheur pour vous? Donc du coup, je te pose la question.
C'est Ok. quoi le bonheur pour toi, Véronica? Je vais prendre 2 secondes pour réfléchir. Ouais. Finalement, le bonheur, je dirais que c'est de me rendre compte de ce que je suis en train de vivre et de vraiment d'être heureuse de le vivre au moment présent avant que ce soit trop tard. Ce serait ça, tu vois, d'être dans le bonheur, en fait, d'être dans l'instant, vraiment. Parce que souvent, c'est trop tard. En fait, là, on se dit, ah, mais c'était bien à ce moment-là, c'était bien à cette époque. Maintenant, c'est juste bien là, en fait. C'est ça le bonheur. Ok. Voilà. Merci Véronica, c'était chouette. Merci à toi, merci infiniment de ton invitation. Avec Et joie. j'espère, peut-être, j'essaierai de venir à Arcachon. Ah, génial. Là, Ah, ouais. trop bien. Ah bah tu me diras si tu veux. Ouais. Ça marche. Je te souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, à toi aussi. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.